Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h14 sur Europe 1. Bonjour, ou bonsoir, plutôt à 20h14, on dit plutôt bonsoir. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir Pascal. Merci d'être avec nous, grand reporter évidemment. Je voudrais qu'on parle avec vous de l'Ukraine et que vous essayiez d'expliquer aux éditeurs d'Europe 1 ce qui est en train de se tramer. Cette guerre en Ukraine, ça fait des années. Et là, Donald Trump arrive au pouvoir. Il avait prévu de régler la guerre en 24 heures, vous vous souvenez? Oui. Mais va-t-il y arriver? Je pose la question. Il s'est entretenu avec Vladimir Poutine, long entretien téléphonique, musclé très 90 certainement. Minutes. 90 minutes, c'est énorme, musclé certainement. Ils en arrivent à la conclusion, ok, on va engager des négociations, mais l'Ukraine et l'Europe dehors. Oui. Attendez, pardon, mais c'est un problème quand même, Régis Le Sommier. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux auditeurs d'Europe 1? Non, je crois que Trump a fait du Trump, mais là sur l'échiquier planétaire, en puissance 10 par rapport à ce à quoi on est habitué, on savait qu'il pouvait prendre de vitesse à la fois ses alliés et ses ennemis. Que par exemple sur le Hamas, il a quand même obtenu le retour de la libération des otages qui devrait arriver demain en tapant du poing sur la table. Donc quelque part ça marche, mais là ça c'était, on va dire, Gaza. Maintenant il s'attaque à l'Ukraine avec toujours sa promesse de campagne. Là maintenant on est plutôt sur 100 jours, le plan est plutôt sur 100 jours plutôt que sur 24 heures chrono. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a quand même semblé céder à beaucoup de demandes de Vladimir Poutine sur le fait par exemple que les territoires pris par ses armées ne seront pas rendus à l'Ukraine. Alors ce qui est très intéressant, c'est c'est la journée de mercredi qui a été complètement folle, qui a commencé justement par un discours en préambule de la conférence de Munich du secrétaire à la défense de Donald Trump qui s'appelle Pete Hegseth, qui est arrivé et qui a dit d'abord les Français, les Anglais, les Allemands, les Européens, vous allez payer maintenant pour l'Ukraine de façon écrasante, c'est vous qui allez en avoir la charge. Mais quelle humiliation, Régis Le Sommier. Mais alors attendez, déjà Zelensky. Non mais attendez, mais c'est une humiliation terrible. Zelensky c'est pire, c'est qu'il a essayé de se raccrocher aux branches pendant la journée en disant mais on est prêt à échanger contre la Russie des territoires, sous-entendu Koursk, le petit bout de territoire qu'ils ont, les quelques centaines de kilomètres carrés, on va les mettre dans la balance et on va les échanger. Et les Russes immédiatement ont dit non, il n'y aura pas d'échange de territoire. Et ce qui s'est passé, Volodymyr Zelensky a appelé, ou Donald Trump, on ne sait pas très bien, mais en tout cas ils se sont parlé après la conversation avec Vladimir Poutine, et Zelensky a été rassuré par Donald Trump. Immédiatement après, vous avez une conférence de presse et là Donald Trump dit nous avons demandé aux Ukrainiens de tenir des élections. Monsieur Zelensky n'a pas une cote de popularité énorme à ce que je sais en ce moment. Sous-entendu, on veut s'en débarrasser. Et comme il sait aussi que Poutine ne veut pas négocier avec Zelensky, ce qui va se passer, il va y avoir une représentation de l'Ukraine. Après, il est un peu revenu en arrière. Il a dit ça aura lieu en Arabie Saoudite, il y aura la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Et là, il n'y a pas d'Europe. On est complètement largué. On est considérés comme ceux qui vont payer, considérés comme ceux qui doivent impérativement, si on veut la protection des Américains, augmenter notre budget de la défense. Ça aussi, le même Pete Hegseth l'a dit, il faut absolument, sinon on va pas payer pour vous, ça sera terminé. Ça c'est la menace sous-jacente qui existe chez Trump depuis très longtemps de quitter l'OTAN. Et là, on est face à quand même un bouleversement majeur qui se déploie dans toutes les directions. L'administration Trump exploite en ce moment toutes les faiblesses européennes. Le maillon faible, c'est l'Allemagne. Avec ce qui s'est passé hier, l'attentat, l'AfD, Alternative for Deutschland, d'extrême droite, qui est au coude à coude avec la CDU, droite, parti d'Angela Merkel, mais qui s'est droitifié. Et vous avez qui? Vous avez Elon Musk qui pousse à ce que l'AfD l'emporte. Pourquoi? Parce que si Alice Weidel, qui est la patronne de l'AfD, l'emporte et devient chancelière, elle a promis de quitter l'Union européenne. Ça veut dire quoi? C'est une catastrophe. On est au seuil de l'explosion de l'Union européenne, là. Évidemment. Si l'Allemagne n'est plus dans l'Union européenne, c'est comme si l'OTAN, les États-Unis ne sont plus dans l'OTAN. Non, mais c'est pas bon ce que vous nous dites, là. Vous nous parlez de l'explosion de l'OTAN, là, parce que les Américains, ce qu'ils nous demandent au niveau de notre armée, d'abord, mais pourquoi ils nous donnent des ordres? Première chose. Deuxièmement, on va pas pouvoir les respecter, donc ça veut dire explosion de l'OTAN, explosion de l'Union européenne. Enfin, là, vous êtes en train de... Non, mais je ne fais pas un scénario catastrophe. Ce portrait-là, non? Mais je fais, en fait, c'est malheur au faible. C'est malheur au faible. Et le problème,
problème, c'est que l'Europe, elle n'est pas constituée. C'est que l'Europe, elle a un budget de la défense qui est rikiki et qui a, pour tous les pays, diminué pendant les 40 dernières années. Emmanuel Macron, dans une interview très intéressante d'ailleurs, je la recommande dans il parle de Financial Times. capitulation, attention. Oui, il dit aussi, face au choc Trump, il nous faut un électrochoc. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est pas déjà trop tard? Parce que de toute façon, ce que les États-Unis nous demandent de financer en Ukraine, nous n'avons pas les moyens de financer autant. Et donc, fatalement, on va être obligé de faire ce que Trump nous dit de faire. Je voudrais faire une petite parenthèse avec vous. Vous avez vu les mots du vice-président américain Vance, qui s'inquiète de la dérive totalitaire des dirigeants européens. Je vous le dis, il l'a dit tout à l'heure à Munich. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, je crains que la liberté d'expression ne soit en recul. Il y a une liste, effectivement, de doléances. Personne ne s'y attendait. Pascal, c'est encore pire. Il dit, ces menaces, c'est pire que la menace de la Chine et de la Russie. Ce qui nous inquiète le plus, c'est avec ce monsieur Régis Le Sommier, la position de Thierry Breton, quoi. En gros, celle d'Ursula von der Leyen, d'ailleurs, qui est complètement aux abonnés absents. On entend Kaja Kallas, qui est la diplomate en chef de l'Europe, la lituanienne, l'estonienne, pardon. Mais en dehors d'elle, personne ne parle. Jean-Noël Barrot, un petit peu, qui réunit, on va dire, les résistants à cette tempête de Trump. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est en fait finalement toutes les carences de l'Europe qui vont se retrouver mises à nu, désignées finalement à la vindicte. Et comme je le disais, malheur aux faibles. Si vous vous organisez pas, si vous n'avez pas cet électrochoc dont Emmanuel Macron parle, eh bien, vous n'y arriverez pas. Et c'est nous qui allons vous dire ce qu'il faut faire. Non, mais c'est incroyable. On va passer sous la tutelle. Mais alors là, clairement, c'est-à-dire que Trump s'en cache même pas. Ça les dégager, laisser faire ceux qui savent faire. Non, mais c'est ça. Vous traînez. Non, mais et avec quelles conséquences pour nous? C'est ça la vraie question, c'est que nous, en même temps, politiquement, quand on regarde l'état de la France face à ce dirigisme qui est en train de s'imposer de façon internationale et aussi au niveau interne aux États-Unis, avec toute la mise en coupe réglée de toutes les agences, ce qui est en train de faire Elon Musk au niveau des agences fédérales, du FBI, de la CIA, du département de l'éducation. Donc, si vous voulez, il y a un plan qui est en train de se mettre en place qui montre que l'exécutif américain, lui, a une puissance redoutable, alors que nous, ce même exécutif est incapacité. Quand on voit comment Donald Trump est en train d'organiser des convois de retour d'immigrés clandestins, qu'il pousse les pays et qu'il les pousse dans leur retranchement, contraignant la Colombie à reprendre ses immigrants, contraignant le Venezuela, contraignant un tas de pays finalement à reprendre leurs clandestins, soit finalement, et ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de pays cèdent. L'Inde, par exemple, a accepté de reprendre les gens qui étaient illégalement, ses ressortissants illégalement présents sur le territoire américain. Donc tout ça est en train de se mettre en place et nous, on a un ministre de l'Intérieur qui n'arrive pas à renvoyer en Algérie un influenceur sous OQTF. C'est incroyable. Donc parce que les juges l'en empêchent et que voilà, on n'a pas, et en plus, c'est là où c'est vraiment très malvenu cette tempête Trump dans le monde pour nous, c'est que précisément on est dans un système normalement où le président français, un exécutif fort, là le président français, il s'est mis un peu sur la touche avec sa dissolution de l'Assemblée nationale et on a un gouvernement qui tient à un fil, en l'occurrence là, une censure possible à chaque fois qu'il propose une mesure à l'Assemblée nationale. Non mais donc, ça va pas, on est complètement à la masse, non? Et on a 20 mois comme ça. 20 mois où on ne peut rien faire. Régis Le Sommier, on est à la masse. En train de redessiner la carte du monde. Et qu'il envoie le vice-président nous faire des leçons de morale. Mais le vice-président il fait une leçon de morale sur l'immigration aussi, que les dirigeants ont laissé faire. Bien sûr, ils disent les électeurs n'ont pas laissé faire ça. Il y a des millions effectivement de migrants qui sont arrivés en Europe. Il sait très bien à qui il s'adresse. Il s'adresse aux souverainistes européens qu'ils ont soutenus et qu'ils vont continuer à soutenir. Ce que je vous décrivais sur l'AfD est arrivé avant. Viktor Orban est sous la coupe de Donald Trump depuis très longtemps. Giorgia Meloni aussi, persona grata à Mar-a-Lago, juste avant l'investiture. Si vous voulez, ils ont fait leur choix et leur objectif, clairement affiché, c'est de plastiquer, enfin de faire exploser l'Union européenne. Et là, on se rend compte qu'il y a une certaine fragilité. Mais Régis, qu'est-ce qui pourrait empêcher ça? Non mais pardon, excusez-moi, mais qu'est-ce qui pourrait empêcher ça? On n'arrive pas à avoir une politique commune même à l'étranger, sur nos armées, on n'arrive pas. On est des blocs indépendants, l'Union européenne, alors qu'on aurait besoin d'être soudés les uns aux autres. Alors là, ça part dans tous les sens. Je vais vous dire, plaider pour une défense européenne, certains l'ont fait, moi j'ai toujours été favorable évidemment. En l'occurrence, on nous a beaucoup dit, il y a l'OTAN, il y a les États-Unis, et là, on est dans le même camp.
Oui, et là on commence à se dire, Grosjean comme devant. là on commence à se dire, avec un allié comme ça, qui nous traite mal, mais en réalité quand on regarde historiquement, le général de Gaulle était le seul peut-être à avoir disputé cette hégémonie avec les États-Unis, et les États-Unis ont toujours essayé de vassaliser l'Europe, sont toujours arrivés avec dans leur carton des projets finalement pour faire, ne serait-ce que le débarquement, ils projetaient de faire de la France un pays, un territoire occupé, et c'est De Gaulle qui les en a empêchés. Donc historiquement, si vous voulez, De Gaulle les a virés en 68. Il s'est retiré du commandement intégré de l'OTAN, et donc il a conservé cette indépendance française, garantie par notre dissuasion, garantie par un véritable souverainisme, mais malheureusement ses successeurs n'ont pas été à la hauteur, et face aux États-Unis qui ont toujours peut-être eu, on va dire, des rondeurs un peu plus. Quand il y avait Barack Obama, on nous faisait la même chose, mais on nous mettait de la pommade dans le dos. Là, avec Trump, là, on a le discours cash, et voilà. Et il dit ce qu'il va faire, et il fait ce qu'il a dit. Petite parenthèse, en fait, l'Ukraine c'est terminé. Enfin, non, je veux dire, attendez. Alors, moi, qu'est-ce qui pourrait empêcher l'Ukraine de tomber et de laisser les Américains négocier avec Poutine directement? C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, c'est fini. C'est ce qui va se passer. Terminé. Et je vous dis, avec l'histoire de mettre hors jeu Volodymyr Zelensky, c'est une demande de Poutine auquel les Américains accèdent. Si vous voulez, le problème de Trump, c'est qu'il est obsédé par la Chine, et qu'il est obsédé par le fait que la guerre ait poussé la Chine, la Russie dans les bras de la Chine. Et il ne veut pas de ça. Donc il est prêt à aller très loin pour rétablir des relations entre la Russie, directes entre la Russie et l'Amérique. Ce qui est en train de se passer peut être comparé, on dira, à Yalta, avec peut-être l'Ukraine qui tient la chandelle, comme à l'époque Churchill tenait la chandelle. C'est le partage du monde, et c'est une nouvelle redéfinition entre puissants. Si ça se passe en Arabie Saoudite, vous imaginez, vous avez donc d'un côté Xi Jinping qui attend son heure, vous avez Vladimir Poutine, vous aurez Donald Trump, vous aurez MBS, vous avez la force, vous avez les hydrocarbures, l'énergie, et puis vous avez des gens qui vont décider du sort du monde, et nous on n'est pas dedans. Ouais, non, mais c'est exactement ça, mais c'est terrible. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir. Bonsoir Philippe Guibert, comment allez-vous? Bonsoir Régis. C'est terrible, parce que, non mais Régis Le Sommet. Une vision très réaliste, malheureusement, je crois. Bah oui, mais Georges Fenech, mais l'Ukraine c'est terminé. On est hors course. On est hors course. Il a raison, Régis Le Sommet, mais c'est vrai, mais c'est terrible. L'Europe a signé son acte de décès. Georges Fenech, ah ben voilà, c'est la question que je vous posais, Georges Fenech est d'accord. Alors, dites-moi comment l'Ukraine va pouvoir, la sécurité de l'Ukraine, ou ce qu'il en restera, peut-elle être garantie si l'Europe n'est pas impliquée? L'Europe va être impliquée. Je vous citais les mots du secrétaire à la défense américain Peter Hegseth, qui dit l'Europe va, il utilise le terme overwhelming, qui dit de façon écrasante, l'Europe va prendre le fardeau du financement de l'Ukraine à partir de la négociation. 700 milliards d'après Pierre Lelouch. Ça va coûter à l'Europe 700 milliards. Ça va lui coûter 700 milliards. Et ce que dit Pierre Lelouch aussi, qui est très intéressant, il dit l'avenir de l'Ukraine se fait sans les Européens. C'est une guerre qui a lieu sur notre territoire et qui va se régler entre Washington et Moscou. C'est d'une humiliation. Mais c'est l'humiliation, Georges Fenech. Puisqu'on revient à la situation d'avant 2014. Non, mais globalement, avec quelques territoires en plus. Vous avez raison. La Crimée ne sera sans doute pas rendue à l'Ukraine. Même le Donbass, moi je veux dire, il y a quand même... il y a 20% du territoire à peu près. Et puis Trump avec ce côté prédateur, mais qui existait déjà chez les Américains, mais qui était un peu plus déguisé, on va dire. Là, quand il parle de terres rares, de mettre la main dessus, au départ, Zelensky imagine que ça va être pour financer le futur. Pas du tout. C'est le retour sur investissement qu'il demande. Il demande 500 milliards de terres rares, où il y a évidemment les 17 métaux qui vont être utilisés et qui sont utilisés extrêmement polluants, etc., mais qui sont indispensables à l'industrie des high-tech, quoi. Donc on est là dans les enjeux énergétiques. Comme par hasard, il y a pratiquement les mêmes au Groenland. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis qui les produit aujourd'hui massivement et qui les vend à l'Europe, ces fameux métaux rares? La Chine. Donc voilà, donc la bataille du futur, elle est là. C'est Donald Trump, maître du monde, et puis nous, nous sommes des pantins.
Non mais c'est vrai, c'est insupportable. Ne nous faisons pas trop de mal quand même, Pascal. Régis Le Sommier est tout à fait réaliste. Georges-Paul Fenech pense la même chose. On est des pantins, on est des petites marionnettes. On n'est pas des pantins, on est simplement. Nous, la France. On s'est trop longtemps réfugié derrière les États-Unis. Et le jour où les États-Unis changent de stratégie et de président, eh ben on se retrouve un peu bête. Bonjour comme devant. Je reprends mon expression. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas réussi finalement à déboucher, de faire de cette Europe. On a eu des opportunités, mais on n'a pas réussi à en faire une puissance. On n'a pas réussi à en faire une puissance maître de son destin au niveau migratoire, au niveau sanitaire pendant la crise du Covid, au niveau militaire, puisqu'on s'est toujours dit finalement il n'y a peut-être pas besoin de faire l'Europe de la défense puisqu'il y a l'OTAN. Et les Américains ont profité pour nous domestiquer grâce à l'OTAN. Mais Pascal, l'Europe n'a pas été faite pour ça, elle a été faite pour faire un grand marché. Oui. Les enjeux de souveraineté n'ont jamais été la préoccupation. Il n'y a pas que le business. Il ne faut pas oublier que les pères fondateurs de l'Europe, que ce soit Jean Monnet ou Robert Schuman, étaient quand même très très influencés par les Américains. C'est pour ça que la France, il faut qu'elle pense d'abord à elle. Mais vous avez raison, Georges Fenech. Industrie militaire. On est les seuls à avoir une industrie. En Europe, bien sûr, vous avez raison. C'est ce qui fait notre force. On est les seuls à avoir le nucléaire depuis que la Grande-Bretagne est sortie. Donc c'est ce qui fait notre force aussi. Si on perd ça, si on noie notre force militaire, notre armée, et notre nucléaire à un niveau européen, et on a aussi un siège, vous savez, au Conseil de défense. Donc on a encore des atouts, mais à condition de les préserver. Et de bien les utiliser. Merci beaucoup. Régis Le Sommier, c'était passionnant comme toujours. Merci infiniment, même si vous n'arrivez pas avec des bonnes nouvelles, je vous le dis, franchement. Non, mais j'espère que, de toute façon, il va y avoir une négociation. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas dedans. Il va falloir regarder les choses peut-être de façon plus réaliste. Mais quelle humiliation. Merci beaucoup d'être venu ce soir, Georges Fenech. Pascal. Et Philippe Guibert reste avec moi, évidemment.